Au cœur de la forêt, une fillette sans abri déterra un cercueil. À l'intérieur, un millionnaire encore en vie. Dès cet instant, elle ne sauva pas seulement une vie, mais déclencha une chasse à l'homme qui allait durer des années. À la fin du printemps, dans les environs de Avignon, les forêts de feuillus n'avaient pas encore retrouvé leur verdure. L'air était sec et froid, et la lumière tamisée filtrait à travers les hautes cimes effilées des arbres, semblables à des côtes. Le sol, meuble, était couvert de mousse grimpant le long des racines torsadées. Dans un endroit où personne n'avait de raison de s'aventurer, Isabelle Garnier, 12 ans, les cheveux en bataille et les manches déchirées, poussait un vieux chariot de supermarché rouillé. Sous une bâche en plastique usé, elle transportait tous ses biens, une bouteille d'eau réutilisée, un morceau de tissu en jean enveloppant quelques outils pour récupérer de la ferraille, un imperméable élimé qu'elle utilisait comme couverture, et un ours en peluche borgne son seul souvenir de l'orphelinat. Dans le chariot, quelques boîtes de conserve cabossées, des carcasses d'anciens ordinateurs et des morceaux de fil de cuivre. Chaque jour était une lutte pour survivre, face à la faim, au froid et à l'oubli. Isabelle accélérait le pas, tentant de regagner son abri après une longue journée de collecte. Dans son chariot, elle avait récupéré quelques fragments de métal rouillé et un bocal en verre brisé en deux de modestes trésors dans ce paysage désolé. Le vent se mit à souffler plus fort, s'infiltrant par les trous de ses vêtements, la faisant frissonner. Elle allait faire un pas de plus quand elle s'arrêta net. Une sensation étrange l'envahit, comme si la terre sous ses pieds avait changé. Toc toc. Elle se pencha, le front plissé de méfiance, et colla l'oreille au sol sec. Toc toc. Un bruit faible mais distinct. Ce n'était ni le vent, ni des pierres qui roulaient, c'était du métal, et cela venait d'en dessous. Personne ne lui avait appris à faire confiance à son intuition, mais Isabelle, elle, le faisait. À main nue, elle commença à creuser, écartant la terre meuble, les racines et la mousse. Ses ongles se brisèrent, mêlant son sang à la boue. Elle mit au jour un couvercle en bois aux charnières rouillées, muni d'une grille d'aération en aluminium. En l'ouvrant, une bouffée d'air humide et suffocant s'échappa de l'intérieur. L'atmosphère était épaisse, imprégnée de moisissures, de l'odeur d'un corps enfermé trop longtemps, et d'un désespoir décomposé en couches étouffantes. Isabelle recula d'un pas, paralysée. Son visage pâlit, ses yeux écarquillés fixèrent ce qui gisait à l'intérieur. Tout son corps se tendit non pas de peur, mais d'une sensation plus effrayante encore, une horreur pure. Sa gorge se noua, son cœur battait à tout rompre, mais elle ne pouvait ni respirer, ni crier, ni fuir. Elle resta là, petite et tremblante, entre un Éden infernal et une vision qui détruisait toute notion de sécurité. Dans le compartiment, un homme. Les yeux mi-clos, le regard vide. Les mains liées devant l'abdomen avec une corde en nylon. Il portait un costume gris clair froissé, le col taché de sang séché. Ses lèvres étaient gercées, sa peau pâle comme de la cire mais il respirait encore. Isabelle recula instinctivement. L'odeur du compartiment lui piquait les yeux. Mais alors, le regard de l'homme non pas celui de quelqu'un à l'agonie, mais celui de quelqu'un à qui on avait volé la vie à la cloua sur place. De l'eau, murmura-t-il d'une voix à peine audible. Isabelle sortit une bouteille d'eau sale de son chariot et la porta à ses lèvres. Il but à petites gorgées, comme s'il n'avait pas bu depuis des jours. Sa main tremblante toucha le poignet de la fillette. Pour la première fois, ses yeux exprimèrent une émotion. « Je ne sais pas qui vous êtes, mais si vous êtes encore en vie, je ne vous laisserai pas mourir ici, » dit Isabelle d'une voix douce comme la pluie. Elle l'aida à sortir du compartiment et l'étendit sur son imperméable usé. La lumière filtrant entre les feuilles n'était pas forte, mais l'atmosphère semblait en feu. Une enfant sans foyer venait de sauver un homme qui avait autrefois été le plus puissant du village sans le savoir. Personne ne savait qu'à cet instant, au bord d'une forêt silencieuse, sous une couche de mousse, une fillette sans abri n'avait pas seulement sauvé une vie, elle avait, sans le savoir, touché l'artère volée de sa propre histoire. Ce fut le début d'un voyage marqué par le sang. Les larmes et la vérité, un voyage que toute la Provence finirait par entendre. Isabelle ne savait pas que ce petit geste, une bouteille d'eau, un regard,
un mot ne ferait pas seulement renaître cet homme, mais déclencherait une série d'événements qu'elle-même était loin d'imaginer. Elle ne savait pas combien de temps elle était restée là, à ses côtés, elle savait seulement qu'à chaque minute qui passait, sa respiration devenait plus lente, mais ne s'arrêtait jamais. Elle ne lui demanda pas pourquoi il était là, ni s'il méritait d'être sauvé. Dans le monde des oubliés, la seule chose qui comptait, c'était de savoir qui restait en vie. La forêt de Avignon était plongée dans un silence accablant. Isabelle alluma une branche sèche, réchauffant les mains de l'homme et enveloppant ses jambes maigres avec son imperméable. À la lueur vacillante du feu, elle vit quelque chose en lui qu'elle ne pouvait pas nommer, comme s'il y avait entre eux une fissure invisible qu'ils avaient un jour partagée. Il ne dit rien de plus, ferma simplement les yeux, respirant avec difficulté. Et puis, entre le murmure du vent et le craquement des feuilles mortes, un son rauque s'échappa de sa gorge, une petite toux, mais suffisante pour qu'Isabelle s'approche à nouveau. Elle ignorait qu'en rouvrant les yeux, ce ne serait plus le regard d'une victime, mais celui de quelqu'un à qui l'on avait arraché ses souvenirs. Henri Caillard, le millionnaire que tout le monde croyait mort, était sur le point de tout se rappeler. Et l'histoire ne faisait que commencer. Une quinte de toux légère s'échappa de sa gorge. Henri tenta de se redresser, mais sa tête semblait sur le point d'exploser. La lumière du jour lui brûlait les yeux, comme s'il avait vécu dans l'obscurité pendant des années. Isabelle le couvrit de sa vieille veste. Il la regarda pour la première fois avec attention. Il y avait quelque chose d'étrange dans son regard, car il n'avait pas l'habitude de voir des gens comme Isabelle. Pas dans un monde régi par les contrats, les réunions et l'argent. Et à cet instant, ses yeux n'étaient plus ceux d'un homme implorant de l'aide, mais ceux de quelqu'un qui avait été au sommet, et qui luttait désormais pour s'accrocher à ce qui lui restait d'humanité. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il d'une voix tremblante, mais profonde. « Isabelle. »« Juste Isabelle. » Il hocha la tête avec douceur, comme pour graver ce prénom dans sa mémoire. Elle était la seule à ne pas lui avoir tourné le dos, même sans savoir s'il était vivant ou mort. Isabelle s'assit à côté de lui, sans cacher sa curiosité. « Et vous, qui êtes-vous? Pourquoi étiez-vous enterré là-dessous » Henri garda le silence quelques secondes. Le vent soufflait entre les arbres, ébouriffant ses cheveux gris. Puis il répondit, lentement mais avec fermeté. « Je suis Henri Caillard. » Isabelle frissonna. Ce nom lui semblait vaguement familier, sans qu'elle ose l'affirmer. Henri esquissa un sourire faible, presque poussiéreux. « J'ai été, un jour, l'un des hommes les plus influents du secteur immobilier dans le sud du pays. Je suis millionnaire, philanthrope. Les médias m'appelaient celui qui construisait des maisons pour les pauvres, tout en érigeant un empire pour lui-même. Mais j'évitais les projecteurs, même les éloges. Et c'est peut-être pour cela qu'il leur a été si facile de m'effacer du monde. » Il fit une pause, baissa les yeux, inspira profondément et se mit à se souvenir. « Ce soir-là, je suis rentré chez moi après une réunion du fonds de bourse d'études. Victoire, mon épouse, était dans la cuisine. Elle m'a servi un verre de vin rouge. Le goût sucré sur la langue, puis la douleur aiguë à la nuque. Tout tournait. Je me suis effondré. Et avant de perdre connaissance, je l'ai entendu chuchoter. « Henri, l'amour n'a pas besoin de témoins. Je vais te garder pour toujours. » Henri ferma les yeux. Son corps trembla légèrement, comme si ce souvenir brûlait encore sa peau. Quand je me suis réveillé, j'étais dans ce cercueil. Relié à une perfusion, maintenu en vie. Chaque jour, quelqu'un entrait, masqué, prenait mon pouls, laissait de la nourriture, et repartait sans un mot. Il leva le poignet. Isabelle remarqua une cicatrice profonde, une blessure qui semblait ne jamais vouloir guérir. Il y avait une horloge accrochée au mur de la boîte. Elle marquait un compte à rebours de plus en plus rapide. Ce n'était pas le temps qu'elle comptait, mais les instants de vie qui lui restaient. Isabelle avala sa salive, retenant le nœud qui lui serrait la gorge. « Ils l'ont enterré vivant » demanda-t-elle à voix basse, sans détourner le regard de la cicatrice. « C'est ce que tu crois » répondit-il en laissant échapper un rire sec, semblable à de la cendre ancienne. «
Tu ne peux pas imaginer à quel point il faut haïr quelqu'un, non pas pour souhaiter sa mort, mais pour vouloir qu'il continue à exister juste pour mourir lentement, dans le silence. Le vent souffla à nouveau. Isabelle ajusta la vieille veste qu'elle utilisait comme couverture pour recouvrir les jambes de l'homme ou de l'ombre. Elle ne savait pas vraiment qui il était, mais dans ses yeux rouges et secs, elle vit une solitude qui ressemblait trop à la sienne. Une personne oubliée. Et personne ne devrait être oublié de cette manière. Ce jour-là passa sans un mot. Mais dès cet instant, le voyage d'Henri Caillard pour retrouver sa vérité, et celui d'Isabelle Garnier pour récupérer un destin volé, commença à changer. Isabelle ne savait pas encore que son simple geste, une bouteille d'eau, un regard, une phrase allait rallumer non seulement la vie de cet homme, mais déclencher une série d'événements qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Quand la nuit tomba sur la forêt de Avignon, une nouvelle traversée commença, une traversée de survie, de mémoire exhumée, et de justice à réclamer. Au crépuscule, la forêt de Morel exhalait son souffle humide caractéristique du sud des France, une odeur de terre mouillée, de feuilles en décomposition, et au loin, le bourdonnement des camions sur l'autoroute qui traversait la ville. Les derniers rayons du soleil se faufilaient à travers les arbres centenaires, se reflétant sur le vieux chariot de supermarché rouillé d'Émilie, comme des lanternes éclairant des souvenirs oubliés. Avec une corde de chanvre, Émilie attachait le toit de sa tente de fortune, faite de bâches déchirées et de planches pourries. Elle installa Henri sur le côté, utilisant un vieux pull comme oreiller improvisé. Il respirait avec difficulté, mais son souffle restait régulier. La bouteille d'eau était presque vide, et les miettes de pain récupérées dans une benne suffisaient à peine pour un repas. Émilie savait qu'elle devait demander de l'aide. Le lendemain matin, elle laissa Henri se reposer et poussa son chariot hors de la forêt. Le vent frappait son visage comme 1000 gifles d'une société qu'il avait toujours ignorée. Chaque pas d'une fille sans abri était accueilli avec méfiance. Le petit village s'éveillait à ses routines, l'odeur du café du bar de Don, la musique country d'une vieille radio dans l'atelier mécanique. Personne ne la regardait. Personne ne la saluait. Elle entra dans la seule épicerie ouverte à cette heure-là, tenue par Madame Monique Herrera, une femme de 60 ans qui encaissait le sirop contre la toux d'un vieil homme. Émilie s'approcha du comptoir et sortit de sa poche un téléphone mobile abîmé, à l'écran fissuré et sans carte SIM. Elle ouvrit une vidéo enregistrée avec l'application par défaut. Je n'ai pas Internet. J'ai seulement ça. Mais vous devez le voir. Madame Monique leva les yeux, dubitative, puis observa lentement l'écran. Un homme émacié, les yeux écarquillés, regardait fixement la caméra et disait d'une voix faible. Je suis Henri Caillard. Si quelqu'un voit cette vidéo. Victoire, la source, merci. L'écran s'éteignit brusquement. La vidéo se coupa. Madame Monique resta silencieuse. Mon Dieu. Il m'a envoyé une lettre manuscrite. Il m'a fait don de $50 000 en 2013. Il avait juste écrit que c'était pour que ma boutique ne ferme jamais ses portes. Je ne l'ai jamais rencontré en personne, mais son nom était connu de tous. Émilie sentit que, même sans savoir qui était Henri, elle avait sauvé quelqu'un qui méritait de vivre. Madame Monique saisit son téléphone fixe et composa un numéro. Félicie? C'est Monique. Tu dois venir au village. C'est à propos d'Henri Caillard. De l'autre côté de la ligne, une jeune médecin dans une clinique gratuite resta figée en entendant le nom de l'homme qui avait financé ses études de médecine. Le ciel se couvrait de nuages gris. Le vent soufflait plus fort. De retour dans la forêt, Émilie ignorait qu'en appuyant sur « Enregistrer », elle avait déclenché la chute d'un réseau de mensonges. Et que Victoire Fontaine s'apprêtait à affronter la seule chose qu'elle ne pouvait pas contrôler, une enfant. Lorsqu'Henri ouvrit les yeux et reçut la lumière du jour après tant de jours dans l'obscurité, il ne savait pas que le monde avait changé. Et qu'une fillette fragile traçait le chemin vers une vérité enfouie. Félicie Trouvé laissa tomber son stylo. Sa main, qui écrivait dans un dossier, glissa sur la table. Elle murmura un nom qu'elle n'avait pas oublié en 6 ans, un homme qui lui avait ouvert les portes de la vie. Henri Caillard ne lui avait pas seulement permis d'accéder à ses études,
il lui avait offert la possibilité de fuir une enfance étroite et pauvre, et de devenir médecin. C'est lui qui, en silence, finançait la clinique gratuite où elle travaillait désormais, sauvant des centaines de vies chaque année. La nouvelle qu'Henri était vivant et avait été retenu ne pouvait être une invention. Et si c'était vrai, Félicie savait qu'elle ne pouvait pas rester les bras croisés. Ce soir-là, dans un manoir à la périphérie, Victoire Fontaine regardait l'écran en silence. La vidéo passait en boucle, une image floue mais claire d'Henri, amaigri, les cheveux et la barbe en désordre, secouru d'un cercueil dans la forêt par une fillette. Le visage de Victoire restait impassible, mais ses paupières clignaient rapidement au seul signe d'une anxiété contenue. « A-t-il dit quelque chose ?» demanda-t-elle d'une voix froide. L'assistant secoua la tête. Victoire inspira profondément. Sylvain Dorval entra. Son avocat personnel, amant sans nom, et celui chargé de nettoyer les péchés que Victoire préférait ne pas toucher. Identifie la source de la vidéo. Trouve celui qui l'a enregistré. Élimine-le. Cette fois, elle le fixa droit dans les yeux. Ne le laisse pas survivre. Dans un bar en périphérie de Morel, Lucie Bertrand, ancienne amie de Victoire, était devant son ordinateur portable. Un article fraîchement publié se répandait à grande vitesse, Henri Caillard, philanthrope ou loup déguisé en agneau. Lucie sirota son verre de vin, esquissant un sourire sarcastique. Elle avait demandé des fonds à la fondation d'Henri, mais avait été rejetée pour avoir falsifié des documents. Depuis, elle le méprisait avec un mélange de rancune et d'orgueil blessé. « Tu m'as rejeté ? Parfait. Voyons qui te croira après aujourd'hui. » Dans un appartement en ville, Julien Blanchet, photographe de célébrité, explorait un vieux disque dur. Il ouvrit un dossier intitulé « Caillard 6 ans ». Il se souvenait avoir vu Henri près de la forêt de Morel, l'air troublé. Quelques jours plus tard, il eut un accident de voiture sans explication, sans preuve. Sa main se crispa sur la souris quand le téléphone vibra, numéro inconnu. Une voix grave le prévint. « Si tu as encore ces photos, rends-les. Sinon, tu perdras bien plus que ta réputation. » Un frisson parcourut l'échine de Julien. Pour la première fois depuis des années, il se sentit traqué. Le lendemain matin, dans la forêt de Morel, Émilie Garnier ajustait l'ancien imperméable sur Henri, qui dormait après une nuit de fièvre. Incapable de fermer l'œil, Émilie sentait une présence tapie entre les arbres. Son instinct lui criait que le temps était compté. Elle décida d'agir. Émilie courut vers le village, traversa le chemin de terre jusqu'à l'ancienne gendarmerie. À l'intérieur, un homme d'âge moyen, les pieds sur le bureau, les yeux rivés à la télévision, l'agent Charles Barré. « Monsieur, il y a un homme enterré vivant dans la forêt. Je l'ai sorti d'un cercueil, il est vivant. Il s'appelle Henri. Henri Caillard. » Charles abaissa les pieds et l'observa de la tête aux pieds, vêtements sales, visage couvert de taches. Une gamine sans abri, sans papier, sans accompagnateur. « Tu as une pièce d'identité ?» Émilie secoua la tête. « Un adulte avec toi ?» Nouveau silence. Charles haussa les épaules. « Tu es peut-être désorienté. Où tu as imaginé tout ça? Il y a beaucoup de randonneurs dans la forêt. Mais j'ai vu la perfusion, le cercueil. » Charles leva la main pour l'interrompre. « J'ai assez entendu. Va-t'en, petite. Ne dérange pas. » Émilie resta figée. Personne ne la croyait. Personne ne l'écoutait. Elle fit demi-tour et sortit. Elle ne pleura pas. Mais quelque chose en elle se brisa. 2 jours plus tard, à ce même bureau, Charles éteignit la télévision en voyant un titre à l'écran. Retour aux supercheries. Henri Caillard, l'homme déclaré mort, réapparaît subitement. Son visage pâlit. Émilie ne savait pas où tu serais en entendant cette histoire dans une voiture, dans une petite pièce ou recroquevillée sous une couverture, attendant le dénouement de ta propre vie. Si un jour tu t'es senti petit, oublié, alors peut-être comprendras-tu pourquoi une fillette de 12 ans n'a pas pu tourner le dos à un inconnu dans la forêt. À l'aube,
une lumière pâle filtrait entre les arbres de la forêt de Morel, teintant la brume de reflets argentés. Émilie savait qu'il ne pouvait pas rester, pas après la nuit dernière. Silencieusement, elle rassembla ses affaires, l'imperméable, l'ours en peluche, la dernière bouteille d'eau. Henri dormait encore. Elle le plaça dans le chariot de supermarché, le recouvrit d'un tissu en maille. Elle avait cru qu'il vivrait toujours dans la forêt, mais à présent, il fallait trouver un nouveau refuge. Elle n'alla pas chez Madame Monique, trop prévisible. Elle choisit un entrepôt abandonné derrière un ancien salon de coiffure, au coin de la 9e rue. La porte en bois était abîmée mais tenait encore. À l'intérieur, il faisait froid et humide, mais il y avait de l'électricité. Elle étendit l'imperméable comme matelas et couvrit Henri avec un vieux pull. Il se réveilla sous la lumière jaunâtre d'une ampoule cassée au plafond. « Où sommes-nous » demanda-t-il faiblement. « Dans un endroit sûr, du moins pour aujourd'hui », répondit Émilie. Ils partagèrent le dernier morceau de pain et elle nettoya une plaie infectée sur son bras. Henri serra les dents sous la douleur. Émilie alla jusqu'à chauffer de l'eau en reliant un vieux fil électrique à une prise ou une technique qu'elle avait apprise pendant ses nuits passées dans des zones industrielles. Elle démonta un ventilateur cassé, enveloppa sa main dans un chiffon en guise de gants improvisés pour éviter les infections en soignant les coupures profondes. Henri la regardait, stupéfait. « Où as-tu appris tout ça ?» Émilie haussa les épaules. « Toute seule. Quand personne ne t'aide, tu apprends à te sauver toi-même. » Elle fit une pause, puis ajouta. « Plusieurs fois, des gens ont tenté de m'attraper pendant que je dormais sous un pont. Certains disaient que je ne devrais même pas être en vie. La police ne m'a jamais cru. Une femme blonde, dans une voiture noire, est venue une fois. Je n'ai pas vu son visage, mais je sais qu'ils ont peur que je sois encore en vie. » Henri la fixa. Il ne comprenait pas tout, mais un malaise croissait en lui. « Je ne suis pas médecin. Mais j'ai sauvé quelqu'un qui allait mourir. J'ai fait plus que beaucoup de médecins. » Pendant ce temps, Sergio apprenait la nouvelle, le campement dans la forêt était vide. Victoire brisa sa coupe de vin et hurla. « Cette fille n'est pas simplement une chance, c'est une menace. » Lucie publia un deuxième article. Charles fut soumis à une enquête interne. Julien reçut une seconde menace de mort. Tout le réseau commençait à s'effondrer. Dans l'entrepôt, Émilie s'assit à côté d'Henri, le dos appuyé contre le mur. Dehors, un SUV noir s'arrêta. Une silhouette vêtue de gris descendit silencieusement. Le jeu de cache-cache entrait dans sa phase la plus dangereuse. En pleine cavale, le moindre détail ou une tache de naissance, une cicatrice pouvait tout changer pour Henri. Ce qu'il voyait en Émilie n'était plus une coïncidence. Un lien de sang exigeait d'être reconnu. Dans le froid et l'humidité du vieil entrepôt, Henri se réveilla sous la lumière pâle d'une ampoule suspendue au plafond. Il tourna la tête et aperçut Émilie endormie dans un coin, ses cheveux détachés, son visage fin incliné sur le côté. Un rayon de lumière illuminait la commissure de son œil gauche, révélant clairement un grain de beauté foncé. Henri resta figé. Une image familière l'envahit, ce grain de beauté était identique à celui d'Anna, la fille qu'il avait élevée pendant 12 ans. Même emplacement, même taille. Il se souvint de la première fois où Victoire avait rencontré Anna. Elle avait dit, comme si c'était le destin. « Regarde, un grain de beauté au coin de l'œil, exactement comme ta fille aînée disparue. C'est peut-être elle que le destin te ramène. » À cet instant, Henri avait été bouleversé. Sa femme était décédée peu après la naissance, laissant derrière elle Anna, qu'il croyait être sa fille biologique. Victoire semblait aimer l'enfant comme si c'était sa propre chair, et il lui en était reconnaissant. Même si, au fond de lui, il avait toujours eu des doutes. Mais le regard doux et patient de Victoire les avait dissipés. À présent, la lumière jaune éclairait le visage marqué d'Émilie, et dans un instant inexplicable, Henri ressentit quelque chose de profond, d'instinctif, qui l'attirait vers elle. Ce n'était pas de la simple compassion. C'était un lien indicible, douloureux et étrangement réel. Henri n'osait pas pousser sa réflexion plus loin.
Mais une partie de lui ne pouvait s'arrêter. Cette fille, pourquoi lui ressemble-t-elle autant, murmura-t-il. Émilie bougea légèrement dans son sommeil et souffla. Ne me laisse pas. Cette phrase résonna dans l'esprit d'Henri comme un écho de souvenirs enfouis. Le lendemain matin, Henri fut le premier à se lever tandis qu'Émilie dormait encore. Dehors, le ciel était couvert. Soudain, un léger coup se fit entendre à la porte, suivi d'une voix. « C'est moi, Monique. Je ne suis pas seule. » La porte s'ouvrit. Monique entra, accompagnée d'une fillette aux cheveux châtains bouclés, Claire Dubois. La petite s'accrochait à la manche de Monique, les yeux fuyants. « Elle est arrivée à ma boutique hier soir. Elle s'est enfuie de chez elle. Elle dit qu'elle veut retrouver son père. » Henri eut le souffle coupé. Claire fit quelques pas en avant, puis éclata en sanglots. « J'ai entendu maman dire que... » Claire avait enfermé papa pour que personne ne sache qu'il était encore en vie. Je ne savais pas quoi faire. Mais tu me manquais. Henri s'agenouilla et ouvrit les bras. Claire courut vers lui et l'enlaça comme si elle avait peur de le perdre à nouveau. Ses larmes chaudes trempèrent son épaule. Émilie, derrière, restait silencieuse. Henri ne dit rien. Mais, à cet instant, son regard se posa sur Émilie. Un grain de beauté, un regard, une impression de familiarité, et une décision. Il se tourna vers Monique et dit d'une voix basse. « J'ai besoin de rester ici avec les deux fillettes pendant un certain temps. Il faut que je reprenne contact avec ceux qui me recherchaient, mais cela doit rester secret. » Monique acquiesça sans poser de questions. Elle referma simplement la porte, comme pour clore le passé et ouvrir un nouveau chemin, le chemin vers la vérité qu'on leur avait arrachée. À la lueur tamisée d'un matin naissant, Henri savait qu'il ne pouvait plus attendre. Il était temps d'affronter la vérité. Et parfois, pour savoir qui est un enfant, il faut accepter même ce que l'on craint de croire. Dans l'humidité glaciale du vieil entrepôt, Henri se réveilla sous la lumière vacillante d'une ampoule suspendue au plafond. Il tourna la tête et vit Émilie endormie dans un coin, les cheveux en bataille, le visage penché sur le côté. Un rayon de lumière illuminait le coin de son œil gauche, révélant un petit grain de beauté sombre. Henri sursauta. Une image familière l'envahit. Ce grain de beauté était identique à celui d'Anna, la fille qu'il avait élevée pendant 12 ans. Il se souvint du jour où Victoire avait rencontré Anna pour la première fois et s'était exclamé. « Regarde, un grain de beauté au coin de l'œil, comme ta première fille, celle qui est morte. On dirait que le destin te l'a rendue. » À ce moment-là, Henri avait été bouleversé. Sa femme était morte peu après l'accouchement, lui laissant Anne, l'enfant qu'il croyait être sa fille biologique. Victoire avait montré un amour maternel profond envers la petite, et il l'en avait remerciée. Malgré ses doutes, le regard doux et patient de Victoire avait dissipé ses soupçons. À présent, la lumière jaunâtre illuminait le visage meurtri d'Émilie, et Henri ressentit un lien profond et inexplicable avec l'enfant. Ce n'était pas seulement de la compassion, mais quelque chose de plus douloureux, de plus réel. Il n'osait pas pousser sa pensée plus loin. Mais au fond de lui, une voix refusait de se taire. « Comment cette petite peut-elle tant lui ressembler ?» murmura-t-il. Émilie bougea légèrement dans son sommeil et souffla. « Ne me laisse pas. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Henri comme l'écho de souvenirs enfouis. Le lendemain matin, Henri se leva avant Émilie. Le ciel était couvert. Puis, on frappa doucement à la porte, suivi d'une voix familière. « C'est moi, Monique. Je ne suis pas seule. » La porte s'ouvrit et Monique entra, accompagnée d'une fillette aux cheveux châtains et bouclés. « Claire Dubois, dit-elle. Elle est arrivée à ma boutique cette nuit. Elle s'est enfuie de chez elle. Elle dit qu'elle cherche son père. » Henri resta sans voix. Claire fit quelques pas vers lui et fondit en larmes. « J'ai entendu maman dire qu'elle t'avait enfermé pour que personne ne sache que tu étais en vie. Je ne savais pas quoi faire. Mais tu me manquais trop. » Henri s'agenouilla, ouvrit les bras. Claire se précipita vers lui et l'enlaça de toutes ses forces,
comme si elle craignait de le perdre à nouveau. Les larmes trempaient son épaule. Émilie observait en silence, en retrait. Henri ne dit rien, mais son regard se posa sur Émilie. Un grain de beauté, un regard, une sensation de déjà-vu et une décision. Il se tourna vers Monique et dit à voix basse. « Il me faut un téléphone. Un sans traçage. Sans enregistrement. » Monique hocha la tête. Elle comprenait que certains appels ne sont pas destinés aux opérateurs, mais aux souvenirs. Peu après, elle lui remit un vieux téléphone à clapet et un carnet jauni, aux coins usés. Henri feuilleta les pages des noms de personnes à qui il avait fait une promesse ou partagé un souvenir. À la 3e page, il s'arrêta sur un nom. Louis Moreau, détective privé au comté de Bune. Il composa le numéro. La tonalité résonna dans le silence. Henri serra le poing et ferma les yeux. Il inspira profondément, comme s'il appelait non seulement un homme, mais aussi son propre passé. Moreau à l'appareil. C'est moi, Henri Dubois. Un long silence suivit. On entendit le bruit d'une chaise qui tombait, puis un verre se briser. Un moment tendu, suspendu. Mon Dieu. Je te croyais mort. Je suis vivant. Mais j'ai besoin de savoir ce que j'ai perdu pendant tout ce temps. Henri expliqua brièvement, la fillette, le cercueil, la couronne. Le grain de beauté près de l'œil et ce doute croissant. Aujourd'hui, j'ai besoin de ton aide pour découvrir l'identité d'une fillette. Moreau soupira. Envoie-moi une mèche de cheveux ou un objet contenant son ADN. J'ai des contacts à l'hôpital Saint-Clair. Je vais enquêter. Ce soir-là, Moreau arriva, son long manteau couvert de poussière, son pas assuré et son regard perçant comme toujours. Ils s'assirent côte à côte, tels des survivants d'une explosion dont personne ne parle. J'ai retrouvé les dossiers d'origine. 2 filles, Émilie Lumière et Anne Dubois, nées le même jour, à la même heure, dans le même hôpital. Et voici ce qui va te glacer le sang, le nom de la mère dans le dossier d'Émilie a été modifié à la main. Celui d'Anne comporte un code de vérification, mais aucune analyse sanguine ne correspond à celle des parents. Henri resta sans voix, sa tasse de thé tremblait entre ses mains. Moreau sortit un sachet contenant un document original. Quelqu'un a tenté d'effacer les traces, mais l'a fait trop proprement. Il fallait avoir un contrôle total sur le système hospitalier. Un seul nom leur vint à l'esprit, Victoire Lemoine Dubois. Non loin de là, Émilie n'écoutait pas distinctement, mais quelque chose la poussa vers Henri. Elle s'approcha encore, son ours en peluche à la main. Avant le départ de Moreau, Henri s'agenouilla près d'Émilie, endormie contre le mur. D'une main tremblante, il caressa ses cheveux emmêlés, puis, avec une délicatesse infinie, retira un cheveu de son vieux manteau, l'enroula dans un mouchoir propre et le glissa dans une petite enveloppe. « Ne me déteste pas pour ça, » murmura-t-il, redoutant de la réveiller. « Si le résultat révèle quelque chose que tu n'as jamais entendu, au moins, tu sauras qui tu es. » Il se releva, tenant l'enveloppe comme s'il portait une partie de son cœur. « Oui, je vais bien, si tu dois savoir qui je suis. » Henri leva les yeux. Ceux de la fillette croisèrent les siens. Un silence plus profond que n'importe quel cri envahit la pièce. « Tu n'as rien à prouver. Mais cette fois, j'ai besoin de connaître la vérité. » Moreau les observa et se leva lentement. « Je ferai le test, mais cela prendra quelques jours. En attendant, prépare-toi. Si tout cela est vrai, Victoire ne se taira pas. » Henri acquiesça, sans la moindre hésitation. Dans son regard brillait la détermination d'un père qu'on avait dépouillé de sa vie et qui était prêt à la reconquérir. « Cette fois, je n'autoriserai plus qu'on m'arrache quoi que ce soit. » La vérité commençait à émerger. Le silence n'était plus possible. Les manipulateurs étaient enfin exposés. Et Émilie, cet enfant sans nom, devenait désormais l'épicentre d'une tempête de justice. 2 jours après la confirmation des tests ADN, la nouvelle du retour d'Henri Dubois fit la une des journaux locaux et des chaînes régionales. Les radios d'Arlac furent submergées d'appels, certains exprimaient leur soutien, d'autres leur curiosité,
et beaucoup leur indignation face aux mensonges de ceux qui, jadis, étaient admirés. Avant la conférence de presse, Henri fit appel à un vieil ami, un ancien directeur de télévision, pour organiser l'événement au centre médiatique de la ville. Ce matin-là, Henri se présenta devant des centaines de caméras. Il redressa son col, fixa l'objectif et déclara d'un ton ferme, sans la moindre hésitation. « Je suis Henri Dubois et je ne suis jamais mort. J'ai été emprisonné, trahi et enterré vivant dans l'empire que j'avais moi-même bâti. Aujourd'hui, je suis ici pour affirmer que la vérité ne peut pas être ensevelie pour toujours. J'irai jusqu'au bout pour enquêter et poursuivre ceux qui ont comploté pour me voler mon identité, mes biens, et ma fille. » Un silence absolu s'installa dans la salle. On n'entendait plus que le déclic des appareils photo, comme le battement du cœur du retour de la justice. À l'aube, dans la résidence Dubois, des agents fédéraux et policiers d'État firent irruption. Victoire Lemoine Dubois fut menottée dans sa chambre. Ses yeux ne s'ouvrirent pas de surprise, mais parce qu'elle savait que ses plans venaient de prendre fin. À ses côtés, Sylvain Delcourt n'opposa aucune résistance. Lorsqu'on l'interrogea, il déclara simplement « Je dirai tout. En échange, je veux une réduction de peine. » Il conduisit les policiers à 2 disques durs dissimulés derrière un tableau, contenant des enregistrements de réunions secrètes, des transferts d'argent et des vidéos prouvant que Victoire était la commanditaire de l'enfermement d'Henri. Daniel Marchand, responsable de la communication du groupe Dubois, attendait au siège du FBI, la tête baissée. Il remit des documents internes en disant « Je sais que j'ai eu tort. Mais je ne peux pas laisser une enfant innocente être réduite au silence par ce mensonge. » Lucie Valois, ancienne dirigeante de cercles sociaux élitistes en Ardèche, fut expulsée de toutes les associations en moins de 24 heures. Les plus grands journaux mirent fin à leur collaboration avec elle, et elle fut bloquée sur toutes les plateformes sociales pour avoir diffamé des innocents et relayé de fausses informations. Lucie Valois ne représentait plus les valeurs humanitaires que cette communauté défend. Lucie lut silencieusement le communiqué, puis poussa un cri et détruisit son ordinateur portable, mais il était déjà trop tard. Au tribunal de première instance de l'Ardèche, une audience d'urgence fut convoquée. En plus des témoins et des preuves présentées par le FBI, une figure inattendue prit la parole à la barre, la docteure Félicie Tramier-Premier, médecin communautaire bénéficiaire d'une bourse octroyée par Henri et superviseur direct de la comparaison ADN. Elle présenta un rapport indiquant une correspondance de 99,98% entre les échantillons d'ADN d'Émilie et d'Henri. Ce qui choqua le plus, c'est qu'Émilie et Anne étaient nées le même jour, à la même heure, dans le même hôpital. Les registres hospitaliers présentaient des anomalies, le nom de la mère d'Émilie avait été modifié, et le dossier d'Anne ne comportait aucune trace d'ADN paternel. Cela ne pouvait s'expliquer que par la complicité du personnel hospitalier ou par une intervention extérieure. La salle demeura silencieuse. Félicie projeta une image à l'écran, un grain de beauté près de l'œil d'Anne. Après consultation d'un dermatologue, il s'avéra que cette marque n'était pas naturelle. Sous la peau, on détecta de l'encre biologique, preuve qu'il s'agissait d'un tatouage effectué très tôt, probablement avant sa première année de vie. Un frisson parcourut la salle. Félicie fixa alors Victoire, procureur général, et déclara « Vous avez tenté de créer une ressemblance parfaite entre 2 fillettes. Ce n'était pas une erreur, mais une action organisée, délibérée et cruelle. » Lucie Valois, croyant être hors de danger, fut trahie par Victoire. Un faux courriel, prétendument envoyé par Victoire, lui promettait un accès temporaire à un compte professionnel secret, avec des instructions d'accès. Sans se méfier, Lucie se connecta à partir de son ordinateur personnel. Immédiatement, le système de sécurité financière déclencha une alerte d'intrusion. Une équipe d'agents l'arrêta en pleine réunion sociale, sous l'œil des caméras. « J'ai une autorisation. J'ai une lettre de confirmation », cria-t-elle, mais personne ne la crut. Henri, regardant les nouvelles depuis la maison des miracles, murmura « Les méchants se croient toujours intelligents, jusqu'à ce qu'ils rencontrent plus méchants qu'eux. » Au procès, un témoin inattendu s'avança à la barre, Claire Dubois, âgée de 7 ans, d'une voix tremblante mais claire,
raconta ses souvenirs dans la demeure familiale, où sa mère gardait son père enfermé au sous-sol. Maman m'interdisait d'y descendre, mais j'entendais quelqu'un pleurer. Je croyais que papa était malade. Je n'ai jamais osé en parler à personne. Un silence lourd s'abattit sur la salle. Les jurés échangèrent des regards. Une enfant ne pouvait pas inventer de tels détails. Son témoignage suffisait à faire tomber des années de mensonges. Henri regarda Émilie sans dire un mot, et lui serra la main avec force. « Tu ne seras plus jamais oublié. » Le lendemain, dans une pièce baignée par la lumière du matin, à la Maison des Miracles, Henri s'assit face à une enveloppe scellée où les résultats finaux des tests ADN apportés par Moreau. Émilie, inquiète, se tenait près de lui, tandis que Claire lui tenait la main. Henri ouvrit l'enveloppe, lut chaque mot, ses mains tremblaient, ses lèvres étaient serrées. Puis il leva les yeux vers Émilie et la regarda longuement. « C'est vrai. Tu es ma fille. Tu es Émilie Lumière Dubois. » Il pleura au nom de douleur, mais de joie, d'avoir retrouvé une partie de lui qu'il croyait perdue à jamais. Il la prit dans ses bras. D'abord figée, Émilie le serra ensuite à son tour dans un réflexe instinctif ou une étreinte qu'ils auraient dû partager 12 ans plus tôt. Une étreinte chaleureuse, leur permettant de pleurer ensemble, non de tristesse, mais de retrouvailles. Claire, à leur côté, ne montra ni jalousie ni tristesse. Elle prit la main de chacun. Désormais, notre famille est plus grande. Un mois plus tard, devant la Cour suprême de l'Ardèche, les responsables furent jugés. Victoire Lemoine Dubois, tête baissée et menottée, faisait face à de lourdes accusations, conspiration pour enlèvement, séquestration illégale, échange de nouveau-nés et détournement de biens. Les enregistrements de Sylvain, ainsi que les preuves recueillies par Moreau, furent présentés au tribunal. Le témoignage de la petite Claire fit tomber toutes les défenses. Sylvain Delcourt, avocat personnel et complice, reconnut sa culpabilité en échange d'une réduction de peine et coopéra pleinement avec le parquet. Il détailla le plan visant à échanger les fillettes à l'hôpital, les preuves de transfert d'argent, ainsi que la liste du personnel médical corrompu. Daniel Marchand, directeur de la communication, se rendit avant le procès et remit tous les documents prouvant les ordres de dissimulation émis par Victoire. Lucie Valois, autrefois figure emblématique de l'élite, fut totalement rejetée par les organisations caritatives et les médias. Elle éclata en sanglots au tribunal lorsque des témoins l'accusèrent d'avoir propagé de fausses informations et sali la réputation d'innocent. Le sous-commissaire Charles Despons fit l'objet d'une enquête pour des transactions financières suspectes. Interrogé, il ne se défendit pas, se contentant de dire. 3 mois après la confirmation des résultats ADN, l'histoire d'Henri Dubois et de sa fille Émilie devint un symbole national de justice et de rédemption. La Fondation Lumière, créée par Henri, fut officiellement inaugurée, attirant l'attention des médias locaux et nationaux. Lors de la cérémonie d'ouverture, Émilie, vêtue d'une simple robe blanche, prit le micro et déclara d'une voix ferme. Avant, Henri n'avait ni nom ni foyer. Aujourd'hui, j'ai une famille et une mission. Son discours émut tous les présents, y compris Léo et Claire, qui l'applaudirent depuis le premier rang. Henri, les larmes aux yeux, regardait sa fille avec fierté. Émilie devint une figure inspirante, invitée à parler dans les écoles et auprès d'organisations humanitaires. Toutefois, elle répondait toujours avec humilité. « Je ne suis pas une héroïne. J'ai juste survécu et maintenant, je veux me rendre utile. » Pendant ce temps, Anne, la fillette ayant grandi sous l'identité d'Émilie, fut accueillie par une famille adoptive aimante. Bien que sa mère biologique, Victoire, fût en prison, Anne ne fut jamais tenue pour responsable des actes de cette dernière. Elle bénéficia d'un soutien psychologique et entretint une relation étroite avec Claire et Émilie. Lors d'une sortie d'automne, Anne demanda à Henri. « Suis-je une erreur ?» Henri lui répondit avec tendresse. « Non. Tu fais partie de la vérité, et tu mérites d'être aimé, non pas pour celle qui t'a mise au monde, mais pour celle que tu es. » Ce soir-là, Émilie s'approcha d'Henri et, pour la première fois, l'appela « Papa ». Ils s'enlacèrent, scellant un lien qui leur avait été refusé pendant tant d'années. « Papa »
merci de ne pas m'avoir abandonné. Ému, Henri promit. Je te dois une enfance. Je la reconstruirai avec toi, jour après jour. 2 ans plus tard, Henri emmena Claire et Anne rendre visite à Victoire dans la prison d'État de l'Ardèche. Les cheveux grisonnants, vêtus de l'uniforme de détenu, Victoire exprima ses remords. Je suis désolé pour tout le mal que j'ai causé, pour avoir transformé tout cela en cauchemar. Se tournant vers Henri, elle ajouta. Je sais que je ne mérite pas le pardon, mais si tu peux, dis à Émilie que je suis désolé. Elle a vécu la vie que je lui ai volée. Henri ne répondit pas. Il posa simplement une main sur l'épaule des filles et dit. Partons. Quelques semaines plus tard, Henri accompagna Émilie au cimetière, devant la tombe de sa première épouse. Je me suis trompé en refusant de voir la vérité. Mais maintenant, Émilie est revenue, et je promets de l'aimer pour nous deux. Émilie déposa une fleur blanche sur la pierre tombale et murmura. Pardon d'être arrivé si tard, maman. Mais je suis là. 15 ans plus tard, la Fondation Lumière était devenue l'une des organisations caritatives les plus importantes des France, venant en aide à des milliers d'enfants sans abri et réunissant des familles. Reconnu pour son œuvre philanthropique, Henri céda la direction de la Fondation à Émilie, qui, avec Léo et Sarah, poursuivit son œuvre. Chaque année, à l'anniversaire du jour où Émilie avait trouvé la boîte dans la forêt, la famille se réunissait pour allumer une bougie et se souvenir. L'amour peut se perdre, mais il retrouve toujours son chemin. Cependant, le passé gardait encore ses secrets. Émilie était sur le point d'affronter un réseau d'échanges d'identité ayant opéré dans l'ombre pendant des décennies. Sa quête de vérité ne faisait que commencer. Par une nuit d'hiver, les vents glacés des montagnes massives de l'Aubrac soufflaient sur le domaine paisible de la Fondation Lumière. Dans l'obscurité, un homme portant une veste en cuir et un bonnet de laine se tenait en silence devant l'entrée. Il s'agissait de Maxence Delcourt, le frère cadet de Sylvain Delcourt. Plus de 10 ans auparavant, il avait été expert en sécurité au sein du conglomérat Dubois, avant de disparaître à l'arrestation de Sylvain. Peu savaient que c'était lui qui avait averti Victoire du danger que représentait Émilie. C'est lui aussi qui avait infiltré l'orphelinat pour voler les dossiers originaux d'Émilie et simuler un accident. Aujourd'hui, il revenait, non pour clore le passé, mais pour le réparer. Il portait non seulement des documents, mais aussi les cicatrices de ses erreurs, une marque sur son poignet gauche. Il se souvenait du jour où il s'était opposé à Victoire et avait été expulsé du projet de substitution. Depuis, il vivait dans l'anonymat, travaillant dans des refuges et des supermarchés à la frontière provençale, tentant d'oublier. Pendant ce temps, Émilie consultait des dossiers dans son bureau, concentrée sur la campagne Retrouver les identités, destinée à aider les enfants perdus ou échangés à retrouver leurs racines. Elle ignorait qu'au-delà de la porte, quelqu'un apportait la dernière pièce du puzzle de son histoire. Léo, en surveillant les caméras de sécurité, détecta la présence de Maxence. Au lieu d'alerter la police, il choisit de le confronter et de l'emmener dans la salle de réunion, tout en le gardant sous surveillance. Maxence, d'une voix tremblante, déclara. « Je ne cherche pas la rédemption. Je veux seulement m'assurer que cela ne se reproduise plus. » Il sortit une copie manuscrite du journal de l'infirmière Rosemonde, qui avait pris soin d'Émilie et d'Anne dans leur enfance. Il présenta également des enregistrements de conversations entre Sylvain, Victoire et des cadres supérieurs de l'hôpital privé de Rocheville. Dans l'un d'eux, la voix de Victoire donnait l'ordre. Procédez comme prévu. La fille avec le grain de beauté sera Anne. L'autre sera effacée. En apprenant cela, Henri convoqua Moreau, Félicie et une équipe juridique pour vérifier les documents et les transmettre au FBI. L'une des cassettes révélait l'implication de Léonard Gresham, alors président du conseil d'administration de l'hôpital, dans la dissimulation. La confession de Maxence secoua les médias. L'affaire fut qualifiée de plus grand cas d'échange de bébés de l'histoire de l'Ardèche. De nombreux parents, dont les enfants étaient nés à la même époque qu'Émilie, contactèrent la Fondation Lumière pour effectuer des tests ADN. Émilie et son équipe lancèrent la campagne Émilie, en hommage à son propre parcours. Ils recueillirent des échantillons génétiques,
reconstituèrent les plans de l'ancien hôpital et analysèrent des dossiers falsifiés. En 6 mois, 18 enfants furent réunis avec leur famille biologique. L'un d'eux, élevé dans une organisation caritative de façade, n'avait jamais connu sa mère biologique. Émilie l'accompagna chez Lorraine Jamson, une femme d'environ 60 ans qui gardait encore la photo de son fils disparu depuis 2011. En ouvrant la porte et en voyant l'enfant, Lorraine éclata en sanglots et le serra dans ses bras en disant « Je n'ai pas besoin de preuves. Je sais que c'est toi. » À la suite de cette rencontre bouleversante, les médias mondiaux s'intéressèrent à l'affaire. Une chaîne britannique invita Émilie à une émission en direct. Quand on lui demanda ce qu'elle dirait à ceux qui pensent qu'un enfant des rues ne peut pas changer le monde, elle répondit « Parfois, pour changer le monde, il suffit qu'une personne refuse d'ignorer la vérité. » En fermant le dernier dossier, Émilie n'était plus l'enfant sans nom. Elle était devenue un symbole, la voix de ceux qui n'avaient jamais été entendus. Dans les locaux de la Fondation Lumière, Émilie suspendit une grande pancarte en bois où l'on pouvait lire. Chaque dossier représente une personne réelle. Ne l'oublie jamais. Cependant, à mesure que de nouveaux cas étaient résolus, une inquiétude persistante la gagnait. Combien d'enfants étaient encore victimes d'échanges d'identité? Combien de coupables, comme Victoire, restaient encore cachés? Une nuit, Émilie se réveilla d'un rêve dans lequel elle retournait à l'orphelinat, longeant des rangées de lits vides, des noms déformés sur des étiquettes, et des dossiers partiellement brûlés. À son réveil, elle décida de fonder une unité de recherche indépendante, en collaboration avec la police fédérale et des centres d'analyse civile dans tout le pays. Henri, inquiet, l'a mis en garde. « Ma fille, tu ne peux pas sauver le monde toute seule. » Émilie répondit avec détermination. « Je le sais, mais si je ne fais rien, un autre enfant pourrait être enterré dans la forêt sans que personne ne le remarque. » La Fondation Lumière étendit ses opérations aux Midi-Pyrénées, à la Loire et à la Gascogne. Dans chaque nouveau centre, au moins un enfant sauvé par Émilie était revenu en tant que bénévole. Certains de ces enfants, profondément marqués par la perte de leur identité, partageaient désormais leur récit de survie devant un public, inspirant ainsi d'autres personnes. Léo prit la direction du service de communication, tandis que Claire, diplômée en psychologie de l'enfance, revint pour diriger le programme de thérapie émotionnelle. Elle mit en place un cours spécial intitulé Guérir par la vérité, qui apprenait aux enfants à reconnaître, affronter et surmonter les traumatismes liés à la perte d'identité. Émilie, gardant un bureau modeste, commença à recevoir des invitations pour intervenir dans des universités. Pourtant, elle réservait un jour par semaine à la lecture des lettres d'enfants en détresse. L'une d'elles la bouleversa profondément. « Je m'appelle Lily. Je ne sais pas qui sont mes parents. Mais s'il existe quelqu'un comme toi, Émilie, j'attendrai. J'attendrai que quelqu'un me trouve. » Émilie répondit. « Lily, certains enfants naissent dans la boue, mais ce sont malgré tout des graines de fleurs. Un jour, moi ou quelqu'un comme moi viendra. Je te le promets. » Moreau découvrit un fragment du journal de l'infirmière Rosemonde, qui s'était opposée au plan d'échange de bébés. Bien que Rosemonde fût décédée d'un arrêt cardiaque, un carnet reposait dans son tiroir, avec cette dernière note. « Je n'ai pas pu sauver Émilie. Mais je crois qu'un jour, elle se sauvera elle-même, et beaucoup d'autres. » Émilie plaça le carnet dans une vitrine au centre de la Fondation Lumière, et y écrivit à la main. « Les souvenirs ne meurent pas, ils attendent simplement d'être nommés. » De petite fille oubliée, Émilie était devenue la protectrice de centaines d'enfants sans identité. Lors de la célébration du 10e anniversaire de la Fondation Lumière, Henri monta sur scène, regarda Émilie et déclara. « J'ai perdu un empire en faisant confiance à la mauvaise personne. Mais en faisant confiance à une enfant, j'ai tout retrouvé. » L'auditorium se leva sous un tonnerre d'applaudissements. Émilie ne pleura pas. Elle se contenta de sourire, comme si chaque douleur passée s'était transformée en espoir. Car parfois, la seule manière de guérir, c'est d'aider les autres à se retrouver eux-mêmes. 7 ans après la condamnation de Victoire et l'expansion internationale de la Fondation Lumière, Émilie reçut une lettre anonyme par la poste.
L'enveloppe brune, au papier jauni et à l'encre estompée, portait une écriture ferme qu'elle reconnut immédiatement, identique à la signature de sa mère biologique dans un ancien dossier hospitalier. Bonjour Émilie Lumière. Si tu lis ceci, il est possible que je ne sois plus de ce monde. Mais si tu es en vie, tu mérites de connaître la vérité. J'ai essayé de te garder près de moi, mais on t'a emmené dans la nuit. On m'a menacé de mort si je parlais. Je n'ai pas été assez forte pour te protéger. Va à la cabane numéro 15, dans le village de Rosefield, Midi-Pyrénées. Tu y trouveras tout ce dont tu as besoin. Émilie resta silencieuse durant des heures à contempler la lettre. Elle décida de ne pas y aller seule. Moreau, désormais à la retraite, accepta de l'accompagner à Rosefield. Le village, isolé à la campagne, présentait un signal GPS instable et une couverture téléphonique très faible. La cabane numéro 15, presque abandonnée, avait un toit penché et une peinture écaillée. À l'intérieur, sous le lit, Moreau trouva une petite boîte en bois avec une serrure à combinaison. Émilie y entra les lettres EMI. La serrure s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un journal aux pages trempées de larmes. Le jour de ta naissance, on ne m'a pas permis de te voir. On t'a emmené en disant que tu devais passer des examens médicaux. 4 jours passèrent et on ne te ramena pas. J'ai signé la décharge, je t'ai cherché partout, mais tous les dossiers avaient disparu. Je n'avais ni argent ni pouvoir, seulement la foi qu'un jour tu reviendrais. Émilie referma le journal, les mains tremblantes. Moreau posa une main sur son épaule. Une partie de ton passé vient de reparler. De retour à la Fondation Lumière, Émilie convoqua l'équipe chargée de l'analyse des archives anciennes et lança le projet Nom de mère, destiné à retrouver les dossiers dans lesquels le nom de la mère biologique avait été supprimé au cours des 20 dernières années. Claire, aujourd'hui directrice du département de psychologie et chercheuse en chef, prit la tête du projet. Lors d'une réunion, elle présenta. Nous avons identifié 47 cas où la mère adoptive a été enregistrée comme mère biologique. Parmi eux, 15 correspondent au schéma de fraude de Victoire. Émilie serra son stylo. Nous pensions que Victoire était la tête du réseau, mais si cela va plus loin, alors nous n'avons coupé qu'une branche. Les racines nous échappent encore. L'enquête fut élargie. Bien qu'à la retraite, Moreau fut invité en tant que conseiller honoraire. Claire et Léo mirent en place un département de récupération de données, axé sur la restauration d'informations effacées des systèmes hospitaliers, des archives administratives et des documents physiques rares. Ils découvrirent une organisation médicale collaborant secrètement avec le réseau d'échange d'enfants Nouvelle Aube, qui se présentait comme un centre de recherche génétique. Dans une vieille archive retrouvée à la Champagne, Claire découvrit un enregistrement d'une réunion secrète datant de 2006, où l'on entendait la voix de Léonard Grégoire et d'une femme identifiée comme l'ancienne directrice financière de l'hôpital de Rosefield. La femme murmurait. « Tant qu'ils ne savent rien, nous pouvons faire de n'importe quel enfant ce que nous voulons. Il suffit que les marques de naissance et les dossiers concordent. » Émilie fondit en larmes en entendant cet enregistrement. Chaque cellule de son corps se souvenait de ce matin-là, auprès de la boîte en bois dans la forêt de Morel. « Je ne suis pas la seule. Il y a des centaines d'autres enfants. » La Fondation Lumière, autrefois un centre de bienfaisance, devint la première organisation en France capable de vérifier les identités à l'échelle nationale par l'ADN pour les enfants sans dossier. Le Congrès invita Émilie à prendre la parole. Dans son discours, elle déclara. « Nous avons besoin de lois pour démanteler des réseaux comme Nouvelle Aube. Mais plus encore, nous devons nous rappeler qu'un enfant, même sans nom ni papier, a le droit de vivre sa vérité. » L'auditoire se leva dans une salve d'applaudissements. Législateurs, militants et parents pleuraient. Henri, désormais grisonnant, observait depuis les coulisses, les yeux embués. « Ma fille a accompli bien plus que je n'aurais jamais imaginé. » Maxence Delcourt reçut un hommage en tant que collaborateur honoraire. Moreau se retira à nouveau, retournant dans les montagnes avec son épouse. Avant de partir, il dit à Émilie. « Tu n'as pas seulement retrouvé ton nom. Tu as obligé le monde à regarder là où, auparavant,
il détournait les yeux. Et Émilie savait que le voyage n'était pas terminé. Mais désormais, elle n'était plus seule. 2 ans après la dissolution de Nouvelle Aube et l'adoption de la loi pour la protection de l'identité des enfants par le Congrès américain, Émilie se tenait devant un bâtiment nouvellement construit en périphérie de Washington D.C. Ce bâtiment abritait le siège officiel du réseau Lumière Alliance, né du noyau de la Fondation Lumière. La construction fut rendue possible grâce aux dons volontaires de plus des 1,007,000 personnes qu'Émilie et son organisation avaient aidées. Chacune avait contribué avec une brique, une note de remerciement, ou simplement une lettre écrite à la main. Ce soir-là, Émilie organisa une rencontre sans médias ni projecteurs. Seules étaient présentes les personnes qui, autrefois, n'étaient que des dossiers oubliés, et qui étaient devenus activistes, médecins, enseignants, avocats, tous réunis autour d'elle. Ce fut une réunion intime, où chacun partagea son histoire. Tous avaient connu un moment de leur vie sans nom. Henri, désormais affaibli et en fauteuil roulant, assista à l'événement. Il resta silencieux durant toute la rencontre, jusqu'à ce qu'à la fin, Émilie s'approche et pose la main sur son épaule. Il la regarda et dit doucement. « Je pensais avoir bâti un empire, mais toi, tu as créé un monde digne d'être vécu. » Émilie inclina la tête et lui prit la main. « Je ne fais que rendre les noms qu'on a volés. » Ce soir-là, Émilie regagna sa chambre d'enfance, à la ferme Lumière. Le lieu où tout a commencé. Claire ouvrit un tiroir et en sortit l'ours en peluche borgne de son enfance. Elle le posa sur son bureau, à côté d'une photo en noir et blanc où elle apparaissait enlacée avec Henri, prise lors de l'inauguration du tout premier local. Peu après, Claire et Léo entrèrent dans la pièce. Ils s'assirent en silence, regardant le champ plongé dans l'obscurité, où seule brillait une petite lampe suspendue près de la porte allumée toute la nuit, comme une promesse que personne ne se perdrait. « Tu crois qu'on est allé aussi loin qu'on pouvait ?» demanda Léo. Émilie sourit et secoua doucement la tête. « Non. Mais maintenant, je ne suis plus seule sur ce chemin. » Dehors, un autobus s'arrêta. Une petite fille aux cheveux bouclés, une vieille besace à la main, descendit. Elle jeta un œil à l'enseigne, Fondation Lumière, puis se tourna vers le conducteur. « On m'a dit qu'ici, il y avait quelqu'un qui avait été comme moi. » Le conducteur désigna la maison illuminée. « Elle est encore là. Elle attend. » Comme dans un magnifique cycle du destin, Émilie ouvrit la porte et sortit. Son regard croisa celui de la fillette. Il n'y eut ni promesse, ni présentation. Seulement un ressenti, et la reconnaissance silencieuse, tu es arrivé au bon endroit. Chaque voyage a une fin. Mais parfois, cette fin est le début d'une nouvelle vie. Une vie appelée par son vrai nom. Avant de clore cette histoire, rappelle-toi que le monde n'est pas façonné par des êtres parfaits, mais par des gens ordinaires qui osent sortir du silence et croire en ce qui est juste même lorsqu'ils sont seuls. Émilie n'avait aucun super pouvoir. Aucun don particulier. Seulement la conviction qu'une main tendue au bon moment peut sauver une vie. Qu'une vérité dite peut arrêter toute une machine de mensonges. Elle a cru en son choix, même quand personne ne la soutenait. Si un jour tu as pensé être trop petit pour faire la différence, souviens-toi d'Émilie. Elle fut une enfant sans abri. Mais en osant croire en ce qui est juste, elle est devenue une lumière pour des milliers de personnes. Ce monde a toujours besoin de plus de bonté. Dieu a toujours besoin de plus de gens qui ne détournent pas le regard face à l'injustice. Et si une part de toi a été touchée par cette histoire, alors peut-être seras-tu la prochaine personne à créer un miracle pour quelqu'un. Crois en la bonté, mais crois en la vérité. Et surtout, sois courageux. Comme l'a été Émilie. Tu n'as pas besoin d'être un héros. Tu dois juste ne pas détourner les yeux quand quelqu'un a besoin d'être vu. Besoin d'être appelé par son vrai nom. Besoin d'être aimé pour l'être humain précieux qu'il est. Si une histoire peut changer notre regard sur la vie, la justice et l'amour, alors c'est celle-ci. Et Émilie Lumière Dubois, une petite fille autrefois oubliée, a prouvé que ceux qui osent nommer la vérité ne seront jamais oubliés. Merci d'avoir accompagné Émilie jusqu'au bout de son voyage.
Et avant que tu ne quittes cette histoire, je veux te dire une chose. J'espère que tu jouiras toujours d'une bonne santé physique et mentale. Que tu trouveras du réconfort dans les repas partagés, que tu dormiras profondément. Et que tu sauras que tu mérites d'être aimé, même les jours où tu as l'impression que personne ne te remarque. Si personne ne te l'a dit aujourd'hui, permets-moi de le faire, tu es important. Tu as de la valeur.